Bonjour à tous, malgré l'heure matinale, ça a été dur de vous lever, nous aussi. Mais on va essayer d'animer un petit peu cette matinée avec Laurent Berger. Je vous présente l'invité, Laurent Berger. Peut-être que vous l'avez déjà vu à la télé, vous ne le connaissez peut-être pas très bien. Donc je vais vous dresser rapidement son portrait pour que vous sachiez à qui vous avez en face de vous. Laurent Berger est le secrétaire général de la CFDT. La CFDT, c'est la première organisation syndicale de France, dans le privé depuis 2017 et tout secteur confondu depuis l'année dernière. C'est une première historique parce que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du syndicalisme. Ça avait toujours été historiquement la CGT et le monsieur à ma gauche a détrôné Philippe Martinez comme numéro 1 l'année dernière. Donc c'est une performance notable. Au-delà de ça, il faut savoir que la CFDT est également la première organisation militante de France, avec un petit peu plus de 623 000 adhérents. C'est beaucoup plus que les partis politiques, je tiens à le préciser, qui dénient aux organisations syndicales notamment la faculté d'être représentatives des gens, des personnes, du peuple, comme on dit maintenant. Et donc, c'est toujours important de l'avoir en tête, notamment quand vous allez discuter tout à l'heure avec Laurent Berger. Quelques points de bio précis. Laurent Berger est né il y a un petit peu plus de 50 ans à Guérande, d'un père ouvrier soudeur à Saint-Nazaire et d'une mère auxiliaire de puériculture. Vous êtes issu d'une famille modeste, qu'on catalogue de cathos de gauche. Vous avez une maîtrise d'histoire. Vous avez été salarié d'une association d'insertion à Saint-Nazaire. Je précise que vous détestez perdre au ping-pong. Que vous êtes père de 4 enfants et que vous avez eu un parcours syndical très progressif puisque vous avez commencé par vous engager aux jeunesses ouvrières chrétiennes, dont vous avez été secrétaire général dans les années 90, puis vous êtes entré à la CFDT, vous avez gravi tous les échelons au niveau de la région, vous êtes entré à la commission exécutive et au bureau national à la fin des années 2000, pour succéder en 2012 à François Chérec comme secrétaire général de l'organisation. Donc vous êtes depuis maintenant 6 ans le patron de la centrale réformiste. Votre mandat actuel court depuis l'année dernière et va jusqu'en 2022. Ça vous fera 10 ans, comme vos 2 prédécesseurs, Nicole Notat et François Chérec. Pour ne pas se fâcher, on ne va pas parler de la suite ici, ce que vous ferez à partir de 2022, c'est un autre sujet. Et pour finir, vous êtes souvent présenté comme étant quelqu'un qui accompagne les réformes en France. D'aucuns vous taxent d'opposants politiques aujourd'hui, d'autres de conciliateurs des gouvernements de gauche, notamment de François Hollande. On peut résumer tout ça comme étant quelqu'un, vous êtes réformiste, vous êtes pour l'amélioration des droits des salariés et vous préférez, on le sait, négocier, discuter, concerter, plutôt que vous opposer stérilement dans la rue comme on l'a vu hier. Il se trouve que ce droit à discuter, à négocier, à bâtir les conquêtes sociales ou du moins les avancées sociales vous est un petit peu déni par Emmanuel Macron, qui a changé sa pratique du dialogue social depuis qu'il était élu président de la République, puisqu'il vous confère moins ce rôle de partenaire social, moins ce rôle de co-constructeur de la norme sociale en France, puisque pour lui, pour le président de la République, les syndicats et les partenaires sociaux au sens large n'ont vocation qu'à exister principalement que dans l'entreprise et pas au niveau supérieur que sont la branche et le niveau interprofessionnel, c'est-à-dire national. Que nenni, ce n'est pas votre problème. Vous estimez que vous devez continuer à exister à tous les niveaux supérieurs à l'entreprise et c'est pourquoi vous avez participé il y a 2 semaines déjà à la publication d'un pacte du pouvoir de vivre qui est une réponse à la crise des Gilets jaunes que vous avez commise avec 18 autres organisations, ONG, associations, syndicats, qui est forte de 66 propositions pour apporter une réponse à la crise des Gilets jaunes et comme réponse en sortir du grand débat. On va discuter ensemble, après vous poserez vos questions et l'idée c'est de faire une espèce de pyramide inversée. On part de très large et on va aller vers l'entreprise et la thématique de la matinée c'est le pouvoir. Le pouvoir de discuter, de négocier, et ensuite jusqu'au pouvoir des salariés dans l'entreprise et le partage de ce pouvoir. Pour commencer, Laurent Berger, on a assisté samedi dernier à de nouvelles exactions, nouvelles manifestations sur les Champs-Élysées qui ont très mal tourné. C'était le 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Vous dénoncez depuis très longtemps et avant ce mouvement une forme de crise de la démocratie, une problématique à discuter en France et à avancer sur des problématiques communes. Je suppose qu'au vu de ce qui s'est passé samedi et de la séquence qui se poursuit,
vous devez être encore plus inquiet que d'habitude sur l'état de la démocratie, sur l'état de la démocratie sociale et sur la répartition du pouvoir en France. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je crois que le point de départ de nos réflexions, c'est un peu comme ce printemps de l'économie, c'est-à-dire comprendre le monde qui nous entoure et les défis qui sont les nôtres. Le point de départ, c'est finalement de profondes transformations que notre pays, j'allais dire nos pays, parce que je pense que c'est assez commun à tous les pays d'Europe, connaissent. Des transformations liées à la mondialisation, y compris qui percutent nos économies, qui percutent nos modèles sociaux, des transformations liées à la nécessité écologique, qui n'est plus le 10e sujet sur la pile des priorités, mais qui est la priorité des priorités pour des questions d'humanité, mais des questions aussi économiques, sociales, etc. Les transformations technologiques, je crois, qui bouleversent profondément le monde du travail, mais qui bouleversent nos façons de vivre, nos façons de communiquer, nos façons de militer même, et puis des transformations démographiques avec des sociétés européennes qui vieillissent et qui ont du mal à faire face à ces transformations. Et face à cela, il n'y a personne qui a la solution à lui tout seul. Personne. Ça n'existe pas. On peut rêver de l'homme ou de la femme providentielle, mais ça n'existe pas. Et c'est une quête vaine d'aller le chercher. Et donc, ça veut dire que c'est par la confrontation des idées, des points de vue, des intérêts divergents que traverse une société. On n'est pas tous, c'est comme dans une entreprise, on n'a pas tous tout le temps les mêmes intérêts, les mêmes visions. Eh bien, c'est par la confrontation de ces intérêts divergents qu'on fait émerger du progrès commun, qu'on fait émerger des solutions qui soit font consensus, soit font compromis. Et donc, la démocratie, elle fonctionne parce que le peuple s'exprime à un moment donné et confère une responsabilité à des élus. Cette démocratie représentative, politique, elle est fondamentale et elle doit être légitimée, elle doit être renforcée et elle ne doit pas être contestée à chaque désaccord. Il y a une légitimité pour exercer un temps donné, un mandat. Mais on voit bien que face à ces profondes transformations, à ces interrogations, à aussi une population plus éduquée que dans les années d'après-guerre, objectivement, il y a une aspiration, plus informée aussi, il y a une aspiration à prendre davantage de place, davantage à dire davantage des choses sur les choix qui nous concernent. On l'a vu avec le grand débat récemment, et il y a une aspiration, mais ce n'est pas nouveau, ça s'exerce aussi dans les collectivités territoriales ou ailleurs, une aspiration à pouvoir dire des choses sur les choix nationaux, mais aussi sur la vie quotidienne qui est la nôtre, sur les transports, sur la façon dont s'organisent les services publics, etc. Mais ces deux composantes de la démocratie politique, représentative par le vote, et la démocratie citoyenne, participative, peu importe comment on l'appelle, elles ne suffisent pas. Il y a besoin, au sein de notre démocratie, d'une démocratie sociale, des corps intermédiaires, ce n'est pas très beau comme terme, des acteurs socio-économiques, on peut les appeler comme ça, peu importe, là aussi, les termes pour l'instant. Définissez les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, ce sont tous ceux qui se regroupent, des citoyens qui se regroupent entre eux, pour à un moment donné faire valoir une cause, une opinion, valoir des intérêts partagés. Voilà, c'est ça le syndicalisme. Le syndicalisme dans une entreprise, ce sont des salariés qui se regroupent pour se défendre et faire en sorte d'améliorer leur situation. Eh bien, on a besoin, dans une société qui est très épaisse, ce n'est pas un très beau terme, mais qui est traversée de beaucoup d'intérêts divergents, parfois même portés par un seul individu. On a tous nos propres contradictions. On est des travailleurs, on est des consommateurs, on est des citoyens qui nous déplaçons, parfois pas par les moyens les plus propres, alors qu'on pourrait faire autrement, etc. On a tous nos propres contradictions, mais la société en elle-même porte des contradictions. Et donc, une société qui n'organise pas la confrontation de ces intérêts divergents, de ces contradictions, de façon pacifique, c'est une société qui se tend. Et les corps intermédiaires, ils servent les associations, les ONG, les organisations patronales, les organisations syndicales, elles servent à organiser des intérêts particuliers, mais qui doivent concourir à l'intérêt général et qui doivent pouvoir se confronter pour faire émerger des compromis. Et donc, c'est plus compliqué qu'auparavant, c'est clair. C'est plus compliqué qu'auparavant parce que ça va plus vite, parce que les défis qui sont devant nous sont beaucoup plus,
j'allais dire urgents, mais en tout cas sont beaucoup plus complexes. Et donc, eh ben, il faut intégrer d'une part, la complexité des réponses à apporter. Deux, le fait qu'il faut y chercher au maximum les compromis. Et pour ça, on a besoin de corps intermédiaires. Là aussi, le terme, encore une fois, n'est pas très beau, je le comprends, hein, mais on a besoin d'associations, on a besoin de responsables, d'élus locaux aussi. On peut les mettre dans cette... ils servent aussi dans cette forme de relations. On a besoin d'organisations syndicales. Et force est de constater que la tentation, elle est souvent de bypasser, comme on dit, d'outrepasser ces corps intermédiaires et d'aller dans une relation directe. Mais dans ces cas-là, on ne prend pas en compte la divergence des intérêts au sein d'une société. Et je pense que c'est dangereux et que ça se tend à cause de ça. Ça se tend à cause de ça parce qu'on donne le sentiment qu'il y a une vérité, que chacun est détenteur de sa vérité et qu'au-delà de cette vérité, il n'y a pas de voie possible. Et bien, ça ne marche pas dans une société. Mais je vous entends, mais regardons les résultats. La critique est souvent faite de représentativité des syndicats, notamment, et surtout de leur efficacité, voire de leur utilité. Les Gilets jaunes, première mobilisation le 17 novembre. Le 10 décembre, le président de la République intervient à la télé et annonce plus de 10 milliards de mesures qui vont relancer le pouvoir d'achat des Français. Comment vous pouvez justifier de l'utilité des corps intermédiaires qu'on vous accorde le pouvoir que vous réclamez, le pouvoir de négocier, le pouvoir de faire des compromis, le pouvoir de décider de ce qui est de l'intérêt général selon vous, alors que en 3 semaines, des gens qui vous dénient ce droit, qui ne vous accordent pas la liberté de parler en leur nom, obtiennent 10 milliards, ce que beaucoup disent que vous n'avez jamais obtenu. Comment vous légitimez quand vous voyez qu'eux obtiennent ce que vous n'avez pas ? Bon, d'abord, il faut tordre le cou à cette idée que les organisations syndicales, depuis un certain nombre d'années, n'auraient rien obtenu. Ouais, je cite un exemple assez concret. Il y a 3 millions de salariés, entre 2 et 3 millions de salariés dans le privé, qui n'avaient pas de leur complémentaire santé, c'est-à-dire au-delà de la remboursement par la sécurité sociale, le fait qu'on ait une mutuelle ou une complémentaire pour payer une partie de ces soins, des soins dont on a besoin. Il y avait beaucoup de salariés, des petites entreprises notamment, qui payaient 100% de leur mutuelle ou de leur complémentaire santé. Depuis un accord de 2013, avec une mise en œuvre, c'est à 50% de leur mutuelle qui est prise en charge par leur employeur. C'est un vrai gain de pouvoir d'achat. J'étais salarié moi-même d'une toute petite entreprise. On voit la différence quand les choses, quand cette mesure est mise en place. Mais, donc, moi, je ne veux pas là-dessus passer trop de temps, mais oui, il y a un problème quand, par exemple, sur la CSG des retraités modestes, le fait qu'ils payent la CSG, toutes les organisations syndicales, par des propositions, par des manifestations y compris, le 4 octobre notamment, par des cartes pétitions, etc., avaient alerté et que c'est accordé parce qu'il y a une montée de violence. Ouais, je vais vous dire franchement, ça me terrifie, parce qu'il y a bien des causes sur lesquelles, s'il y a besoin de la violence, c'est dramatique. On regarde aujourd'hui... Enfin, moi, je pense qu'il faut d'autres réponses que la simple réponse à une forme de montée en pression de la société. Si c'est le mode de gouvernance qui est choisi, dont acte, mais ça ne durera pas. C'est pas durable. Parce que les corps intermédiaires dont je parlais, les acteurs sociaux, ils ont quoi comme particularité? C'est qu'ils font de la délibération à l'intérieur. On ne le dit jamais assez, mais dans une association, on discute les uns avec les autres, ou une organisation syndicale, et on fixe des positions un peu communes. On hiérarchise ces revendications. Là, on a bien vu que ça n'avait pas calmé pour autant la colère. On hiérarchise et puis on s'engage. On dit, voilà, on a obtenu, donc oui, on reconnaît qu'on a obtenu, même si on aurait pu vouloir plus, etc. Là, il n'y a plus de médiation, il n'y a plus d'intermédiation. Et donc, je pense que c'est dangereux. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est les corps intermédiaires. Il y a tout un tas d'institutions qui sont aujourd'hui critiquées. Franchement, parfois à juste titre. Parfois, à juste titre, personne n'est exempt de reproches. On pourrait fonctionner différemment. Peut-être qu'on n'a pas les uns et les autres, les organisations syndicales, les associations, mais évoluer suffisamment rapidement. Mais attention, ce qui est critiqué aujourd'hui, les politiques, les corps intermédiaires, les syndicats, les associations, etc. Les médias. Les médias, vous le dites vous-même, les médias, parfois les institutions publiques. C'est tellement facile de taper
sur tout est de la faute de l'éducation nationale, tout est de la faute de... Mais on va où avec ça? On construit quoi avec ça? On construit quoi sur la défiance? Sur le fait qu'on devrait tous les jours dire en quoi on est légitime? Moi, le vote des salariés, il donne la confiance à des organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales confondues aujourd'hui, elles ont plus d'adhérents que... Enfin, la CFDT, à elle seule, a plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus. Donc, vous imaginez bien avec tous les autres. Donc, on joue à quoi? Moi, je ne veux pas jouer à ça. Je veux pas jouer. Le jeu du chamboule-tout ne m'amuse pas. Il m'amuserait si on était capable de faire émerger derrière la société, une société qui prend en compte le temps long, le temps moyen et long, qui est capable de construire des politiques beaucoup plus justes, beaucoup moins inégales, plus même des politiques un peu plus fraternelles, etc. C'est pas une certitude. Donc, faisons avec essayons d'évoluer les uns et les autres, mais faisons avec ceux qui sont là. Vous savez, le thème des printemps de l'économie, c'est le travail. Il y a une grande institution qui s'appelle l'Organisation internationale du travail qui fête ses 100 ans cette année. Cette grande institution, c'est une organisation internationale, née donc il y a 100 ans, pour que le monde du travail ne soit pas oublié du multilatéralisme au niveau international. Et à l'OIT, il y a les représentants des États, des pouvoirs, des gouvernements, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Eh bien, depuis 100 ans, l'OIT a construit des normes, a construit des comportements même, pour que le monde du travail soit davantage respecté. Tout n'est pas parfait. Mais il faut toujours se demander, j'en parle parce qu'il faut toujours se demander ce qui serait passé si l'OIT n'avait pas existé. Il faut toujours se demander, quand on critique, ce qui se passerait si ça n'existait pas. Et donc, il y a beaucoup de choses à changer. Moi, je suis indigné en permanence, mais ça ne se fait pas sur le table rase, quoi. Ça ne se fait pas en disant vous êtes tous mauvais. Depuis des années, vous avez tous fait que des trucs mauvais. Et puis, on va foncer parce que tout d'un coup, on aurait eu la lumière qui nous aurait jailli. Ça ne marche pas comme ça. Deux questions complémentaires sur ce thème. Le président de la République, depuis très longtemps, dit que les partenaires sociaux et les corps intermédiaires sont des freins à la réforme. Et donc, il vous dénie ce droit, on l'a vu depuis le début de son quinquennat, de proposer et d'être des co-constructeurs de la norme, qu'elle soit sociale, qu'elle soit écolo, qu'elle soit sociétale, beaucoup plus large, et veut restreindre votre champ à celui de l'entreprise. Pour lui, vous n'avez de légitimité qu'à représenter les salariés dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que ça, ce n'est pas votre vision à vous de ce qu'est le syndicalisme et de ce que sont les partenaires sociaux. Et on l'a vu récemment avec la réforme de la formation, pardon, pas la formation, de l'assurance chômage, où vous aviez une responsabilité de trouver un accord. Ça n'a pas été possible. Retour à l'envoyeur, c'est l'État qui a repris la main de définir les règles d'indemnisation des chômeurs. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça, le fait que le président ne vous voit une utilité que dans l'entreprise? Et deux, vous avez, il y a 15 jours, je le disais en introduction, avec 18 autres organisations, bâti un pacte du pouvoir de vivre, qui est un pacte écolo et social en guise de réponse à la crise des Gilets jaunes. Comment il a été accueilli par l'exécutif? Parce que c'est votre contribution à vous, société civile, une partie de la société civile, au grand débat. Comment ça a été accueilli par l'exécutif? D'abord, le lieu d'action privilégié du syndicalisme, ça reste l'entreprise et les administrations, les lieux de travail. Ça reste le lieu de travail. Et ce travail-là, il est fait. Il est fait par des milliers et des milliers de femmes et d'hommes qui, quelles que soient les organisations syndicales, représentent leurs collègues, les défendent, les accompagnent, etc. On met pas ça, on met pas cela en avant, y compris parfois dans Vous-même. Nous-mêmes, c'est parce que ça n'intéresse pas toujours les journalistes d'expliquer. Moi, j'étais hier avec les représentants du personnel de Carrefour à Étampes. Je ne suis pas sûr que je suis capable de vendre un article à quelques médias que ce soit pour expliquer le travail quotidien que font ces représentants des salariés dans ce magasin. Et c'est un travail quotidien sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les primes, sur l'emploi. Donc ce sont des milliers et des milliers de salariés qui finalement représentent leurs collègues et donnent une partie de leur temps. Ils ont du temps de délégation pour le faire, mais enfin, pour cela. Ça, c'est le cœur de métier, entre guillemets. Le terme n'est pas très joli peut-être, mais le cœur de métier du syndicalisme, et on le fait. On le fait et on voit bien, en ce qui nous concerne, parce qu'on le fait de certaines manières, eh bien, les salariés ont tendance à accroître la confiance qu'ils nous accordent. Mais historiquement, pour la CFDT,
on a participé à l'ensemble de ce qui fait la vie des salariés, des travailleurs. Et ce qui fait l'ensemble de la vie des travailleurs, c'est toutes les questions qui sont posées à la société. Et là, on a assumé nos responsabilités, année après année, par le biais d'accords qui sont d'ailleurs parfois contestés. C'est-à-dire que la posture, elle est de plus en plus difficile. C'est quand on signe un accord, on est des salauds, on est des traîtres, et quand on ne signe pas un accord, on est des irresponsables. Au bout d'un moment, il va falloir faire un peu d'équilibre dans tout cela. C'est-à-dire que lorsqu'on signe un accord, nous, à chaque fois, c'est parce qu'on estime qu'il y a du positif pour les salariés. Et là, sur l'assurance chômage, la contrainte budgétaire qui était mise sur cette négociation de faire 3 milliards d'économies par le gouvernement était intenable, et sauf à faire mal, entre guillemets, à l'indemnisation des demandeurs d'emploi, ce que nous avons refusé. Et donc, assumer ses responsabilités, ce n'est pas faire le sale boulot, c'est assumer des responsabilités au service de ceux qu'on représente. Voilà. Ensuite, pourquoi on a construit ce pacte social et écologique et pourquoi on a appelé ça le pouvoir de vivre? Parce que moi, je crois que la question qui est posée aujourd'hui, centrale, ce n'est pas uniquement, même si évidemment c'est extrêmement important, la question du pouvoir d'achat, comme on dit traditionnellement. Ce qui est posé en termes d'interrogation par nombre de salariés et de citoyens, c'est la question de pouvoir vivre décemment. Et vivre décemment, c'est évidemment avoir de quoi avoir une rémunération, un salaire lié à son travail, ou une indemnisation lorsque malheureusement on n'a pas de travail. Donc il y a une question de pouvoir d'achat qui intègre des questions autres que d'ailleurs la simple salaire, la question de la répartition des richesses produites dans l'entreprise, à travers l'intéressement et la participation par exemple, mais qui intègre aussi des questions dans le pouvoir de vivre et dans le pouvoir d'achat, qui sont des questions liées au transport, à l'énergie, à l'accès à l'énergie. Dans le pouvoir de vivre, il y a l'accès aux services publics et de pouvoir avoir accès à ce pourquoi on contribue tous d'une manière ou d'une autre, parce que je rappelle que tout le monde paye des impôts dans notre pays, parce qu'il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, il y a aussi l'impôt indirect qui est la TVA, par exemple. 170 milliards d'euros de rendement. Il y a beaucoup plus de rendement. Voilà. Donc, de pouvoir avoir accès à des services publics accessibles qui répondent et qui évoluent en fonction des besoins de la population, évidemment. Et puis, le pouvoir de vivre, c'est également la question de l'environnement. On est tous, et notamment dans certaines régions plus que d'autres, soumis maintenant de façon assez palpable au réchauffement climatique, aux enjeux environnementaux, aux enjeux écologiques de façon très forte. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On sait bien que c'est les populations les plus vulnérables qui, en premier, alors pas forcément sur la qualité de l'air, parce que pour le coup, là, il y a un peu d'égalité, mais en premier vont être frappés par les impacts du réchauffement climatique. Donc c'est aussi ça dans le pouvoir de vivre. Puis dans le pouvoir de vivre, il y a aussi la question se poser la question de comment on veut vivre les uns avec les autres. Comment on veut faire fonctionner notre démocratie, comment on crée une société plus ouverte que refermée sur elle-même, etc. Donc on a décidé avec 19 organisations, ONG, associations, syndicats, de faire ces propositions. Je cite pour l'instant CFDT, CFTC, la Fondation Nicolas Hulot, la Mutualité française, le Secours catholique, l'UNSA, 19 organisations. La FAGE, voilà, et d'autres, Raison Accès au Climat, etc. Tout ça pour dire qu'on a voulu faire ces propositions de façon constructive. C'est-à-dire que le rôle on peut gratter, on peut critiquer, et c'est quand même bien le moins dans une démocratie d'avoir ce droit. Mais la démarche de ces organisations, de la CFDT en particulier, c'est une démarche constructive qui apporte des propositions. Parce que le rôle des corps intermédiaires, justement, c'est aussi d'apporter des propositions et des solutions. Et pour l'instant, c'est versé au grand débat, on n'a pas forcément de réponse. Là, on va pas, moi, je ne veux pas polémiquer ici. On verra les réponses qui seront apportées. Mais je ne crois pas qu'il y a de sortie de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui sans redonner un peu de pouvoir aux citoyens, d'une part, et sans tracer des perspectives d'un autre modèle de développement plus équilibré entre les enjeux économiques, que je ne dénie pas, et les enjeux sociaux et les enjeux pour la société en termes, par exemple, par exemple et principalement de transition écologique, mais aussi de réduction des inégalités dans la société, la réduction de la pauvreté, par exemple. Donc, je crois que ce pacte, il porte l'ensemble de ces propositions. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir des propositions contestables par les uns ou les autres. Ce n'est pas un texte sacré. Donc, voilà, il peut évoluer, mais c'est versé au débat. Ce serait quand même un peu fort de café pour, comme on dit, que le gouvernement ne s'en saisisse pas et n'ait pas une réponse.
Vous dites que l'une des solutions, c'est effectivement de redonner du pouvoir et la parole aux citoyens. Et on voit bien que dans l'esprit de l'exécutif aujourd'hui, c'est en continuant à vous bypasser, je dirais. Le 17 novembre, lorsqu'il y a eu la première mobilisation des Gilets jaunes, vous êtes intervenu pour dire je propose une solution. Je vous tends la main. Organisons une sorte de Grenelle de sortie de crise avec les associations, les syndicats. C'est un petit peu ce que vous faites à travers ce pacte de voix. Et vous avez été, d'aucuns diraient humiliés, d'autres disent renvoyés dans vos 22, par le Premier ministre qui a dit « Je ne crois pas que ce que veulent les Français, c'est qu'on mette autour de la table les syndicats, le patronat et les associations pour sortir de la crise. » Qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que vous allez être plus entendu que vous ne l'avez été il y a 3 ou 4 mois, et que ce pacte qui est la résultante de votre engagement pour trouver des solutions sera entendu? Des garanties, vous n'en avez jamais. Hein. Lorsque vous êtes militant d'une organisation syndicale, d'une ONG, etc., vous le faites pour que les choses avancent. Donc, moi, je ne me suis pas senti humilié. Il n'y a pas d'affect dans tout ça. Il y a juste des convictions et le fait qu'on essaye voilà, qu'on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste pour essayer de trouver des solutions. Moi, je ne vais pas vous cacher. Moi, je ne suis pas du tout catastrophiste, je suis plutôt un optimiste, mais que la situation aujourd'hui m'inquiète. Elle m'inquiète sur la question environnementale et je me réjouis que ce soit peut-être par la jeunesse qu'on finisse par prendre conscience que, comme disent les syndicalistes au niveau international, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, il n'y aura pas de sport, il n'y aura pas de culture, voilà, c'est que si on veut vivre, tout simplement, cet enjeu-là, il est central. Donc, je suis inquiet parce que je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux sur cette question-là. Et je suis très inquiet de la montée des inégalités, ou en tout cas des inégalités qui perdurent, parce qu'on peut toujours dire que d'un niveau macro, ça ne progresse pas, mais en tout cas d'inégalités qui perdurent avec des gens qui se sentent relégués et qui finalement parviennent à douter, on arrive à douter, peut-être des fois à juste titre, des valeurs de notre République et de notre capacité à les faire vivre. Et donc, s'il faut revenir 100 fois, j'y reviendrai 100 fois. On y reviendra 100 fois. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on soit les uns et les autres écoutés, qu'on construise des solutions. Encore une fois, il n'y a de volonté de nuire ou de s'opposer à personne. À personne, juste la volonté de construire. Et pour ça, dans notre démocratie comme dans l'entreprise, il y a besoin de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Parce que c'est vrai que nos sociétés elles sont aussi marquées par le sentiment qu'il faut chercher un responsable aux situations, il faut chercher un coupable. Des responsabilités, il y en a, il faut les pointer. Mais ça ne sert à rien d'en rester à cela. Il faut essayer de trouver les solutions. Et pour ça, chacun a ce pouvoir d'agir, de s'engager individuellement, mais aussi de s'engager collectivement. Et donc, je crois qu'une société qui irait mieux, c'est donner des marges de manœuvre aux citoyens dans les territoires beaucoup plus importantes, leur donner des possibilités d'agir, mais aussi de fixer un cap sur le modèle de développement beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus articulé entre les enjeux économiques, écologiques et sociaux que ça ne l'est aujourd'hui. Et pas simplement une logique budgétaire, je le dis à Bercy, pas par provocation, parce qu'on est là, mais pas simplement, on ne peut pas gouverner par une logique purement budgétaire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de la maîtrise budgétaire, mais ça ne peut pas être le seul fil conducteur d'un pays. Et puis, il y a une... Ce que vous pointez du doigt, là, c'est les 5 € sur les APL, c'est la suppression des 120 000 postes de fonctionnaires. S'il faut être précis, c'est ce que je pointe du doigt, c'est des mesures fiscales qui, pour les très hauts revenus, ont été favorables en début de quinquennat, et des efforts demandés à la masse, par l'APL, par les contrats aidés, etc. Donc oui, je trouve que ce sont des choix contestables. Ce n'est pas hérétique de le dire, et on peut avoir des visions différentes. Ce n'est pas le problème, mais moi, je pense que ce n'était pas les bons choix. Mais encore une fois, ça ne m'intéresse plus de parler du passé. Parlons maintenant de ce qu'il faut faire. Et on vient de vivre une crise, et on est en train de vivre une crise où ça s'hystérise beaucoup. Eh bien, repartons du bon pied pour essayer de se définir un autre mode de gouvernance et d'autres horizons en termes de politique qui, pour le coup, ne doivent pas s'inscrire. Personne ne peut penser qu'on sortira de la situation actuelle avec quelques mesures, même si elles sont très bonnes. On sortira aussi par une vision, par quelque chose, par une projection dans le moyen et le long terme. Parce que les solutions, elles ne sont pas toutes comme ça opérationnelles demain. Donc voilà, c'est ça. Et puis, j'insiste sur un point, on ne peut plus gouverner comme hier. Il y a une aspiration à participer
à dire des choses sur les choix qui nous concernent, beaucoup plus fortes qu'auparavant. C'est vrai dans la société, c'est aussi vrai dans le monde de l'entreprise. Alors justement, le monde de l'entreprise, vous dites, vous êtes prêt à revenir 30 fois pour imposer, non pas pour imposer, mais pour faire peser vos idées dans le débat. Il y a une idée qui est dans l'ADN de la CFDT depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, depuis le recentrage dans les années 70, c'est le partage du pouvoir, le partage de la richesse, notamment dans l'entreprise. Et vous avez, alors d'aucuns diraient un dada, mais une conviction, c'est qu'il faut donner plus de poids, plus de pouvoir aux salariés dans l'entreprise, dans la co-construction de la norme, du diagnostic de l'entreprise, dans la conduite de l'entreprise. Ça fait partie de votre pacte du pouvoir de vivre que j'ai là entre les mains, ça fait partie des 66 propositions que vous faites. En quoi redonner du pouvoir aux salariés de l'entreprise et surtout comment on va pouvoir sortir de cette spirale? Vous dites qu'il faut partager les postes dans les conseils d'administration. D'aucuns vous diraient, oui, mais enfin très bien, mais des administrateurs indépendants, des administrateurs salariés, ça ne fait pas forcément changer le monde, ou ça ne change pas forcément la conduite de l'entreprise. En quoi ça serait un bénéfice? Vous dites également qu'il faut une négociation obligatoire sur la raison d'être de l'entreprise. C'est quoi une raison d'être? En quoi les salariés peuvent peser sur cette raison d'être? Expliquez-nous un petit peu comment on redonne du pouvoir aux salariés dans l'entreprise et en quoi ça peut changer la bonne marche de l'entreprise. D'abord, peut-être rapidement, la vision qu'on porte, nous, de l'entreprise. L'entreprise, c'est constitué, il y a deux parties constituantes qui sont le capital et le travail. Et que depuis des années maintenant, la distorsion, alors certains me traiteront de marxiste si ça les amuse, ce n'est pas une insulte de nos points de vue, mais ce n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas, depuis quelque temps, dans la façon, les choix qui sont faits dans l'entreprise, la distorsion se fait de façon très très forte au bénéfice du capital. Et je ne parle pas que de la redistribution des richesses, je parle des choix qui sont faits parfois. Vous dites est contesté par des études notamment récentes qui montrent qu'il n'y a pas eu de distorsion entre le capital et le travail en entreprise. Je dis qu'il y a distorsion, pas forcément sur la répartition des richesses, c'est vrai, sur le partage de ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée, les grandes masses de ce qui demeure, mais demeure entre le capital enfin, la part qui va au travail, c'est-à-dire à la rémunération, etc., demeure en masse. Hein. Il y a évidemment des situations très diverses selon les entreprises. Mais ce qui va à l'investissement baisse. Donc, au profit du capital. Et ce qui va à l'investissement, je vous rappelle, c'est la pérennité de l'entreprise. Notamment dans un moment où il y a de profondes transformations, y compris dans les process de production, liés au fait qu'il y a nécessité de les révolutions technologiques que l'on vit avec le digital, mais également les enjeux écologiques. Donc, aujourd'hui, il y a deux parties constituantes. Dans les choix qui sont faits dans l'entreprise, il y en a une qui prédomine largement. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il y a deux enjeux sur lesquels il faut que les salariés aient davantage voix au chapitre. Le premier, c'est la façon dont s'exerce le travail. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration des salariés. On a fait une grande enquête qui s'appelait Parlons Travail, qui était auprès de plus de 200 000 salariés, qui montre que l'aspiration principale des travailleurs dans l'entreprise, c'est de pouvoir parler de leur travail, de la façon dont on l'exécute, la façon dont on le vit, la façon dont on coopère ou pas, dont on répond à des injonctions qui parfois sont évidemment contradictoires, mais surtout ne font pas sens et ne répondent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, une aspiration, et moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis de participer davantage à son travail. Et on a, dans certaines entreprises, je pense à Toyota, à la CAIB, à d'autres, créé ces espaces de parole sur les chaînes, pour Toyota, dans l'atelier pour d'autres, dans les bureaux pour d'autres, où les salariés puissent apporter leur propre vision du travail et même contribuer ainsi à l'améliorer en lien avec les managers, mais aussi les organisations syndicales, etc. Donc, il y a un premier sujet qui me paraît important. Et puis le deuxième, c'est sur la stratégie de l'entreprise. Les salariés, quoi qu'on en dise, ce sont souvent les garants du temps long dans l'entreprise. Ce sont souvent ceux qui restent dans l'entreprise et sont intéressés à un devenir de l'entreprise un peu plus garanti. Et donc, oui, c'est vrai qu'on milite depuis longtemps, et depuis 2013, on a mis un pied dans la porte pour une représentation des salariés beaucoup plus importante dans les instances de gouvernance d'entreprise, dans les conseils d'administration. Oui, nous, on dit même qu'il faudrait le faire jusqu'aux entreprises à partir des entreprises de 500. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, même si la loi Pacte a fait un petit pas. Donc, voilà. Donc, des représentants des salariés. Et il y en a, j'en ai vu
dans la salle qui ont participé. En 2013, quand on a fait ça, on nous a dit ouais, ça va être horrible dans les entreprises, etc. Et depuis, il y a quelques chefs d'entreprise qui disent ça fait du bien dans le conseil d'administration d'avoir des gens qui savent ce qu'on produit dans l'entreprise. Je caricature à peine. Donc ça veut dire que, voilà, ça c'est les deux sujets sur lesquels ça nous semble important. Mais encore une fois, l'entreprise, ça ne suffit pas. L'entreprise, elle est aussi en prise avec tout un tas de parties prenantes. Donc il faut qu'elle s'interroge, c'est pour ça que l'idée de la raison les parties prenantes, c'est qui ? Les parties prenantes, c'est le territoire sur lequel elle est implantée, c'est la puissance publique à qui elle demande de contribuer à tel ou tel aménagement pour pouvoir se développer, ce sont les habitants autour, etc., etc. Les clients, les consommateurs, etc. Donc là, il y a des entreprises qui constituent des comités de parties prenantes pour réfléchir aussi à la façon dont elles évoluent. Mais au-delà de cela, qui sont des bonnes pratiques, et il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours des gens qui développent des bonnes pratiques un peu en avance, donc tant mieux. Nous, ce qui nous a semblé intéressant dans le rapport qui est sorti sur l'entreprise, c'est que l'entreprise puisse se définir sa raison d'être. Quelle est la finalité qu'on poursuit ? Dans le Code civil, aujourd'hui, ce qui est fixé, c'est que l'entreprise n'a qu'une seule objectif, sa rentabilité. Eh bien, l'entreprise aujourd'hui, dans le monde moderne, elle a d'autres finalités, elle devrait avoir d'autres finalités que sa seule rentabilité. Et encore une fois, sa rentabilité, c'est extrêmement important sur son devenir, etc. Mais elle doit avoir d'autres finalités. Par exemple, elle peut poursuivre une raison d'être autour de la situation de ses salariés, sur sa place dans le territoire. Elle peut poursuivre une raison d'être autour de la finalité de ses produits et du fait d'avoir des produits qui sont plus facilement accessibles à des gens pour qui ce n'est pas accessible. Vous n'avez pas l'impression que c'est le cas ? Et que finalement, on va simplement poser dans la loi ou dans le Code civil quelque chose c'est comme M. Jourdain, je veux dire, il fait de la pro sans le savoir. Oui, mais ça, c'est un peu le réflexe de beaucoup en disant on fait déjà de la pro sans le savoir, etc. Et on fait déjà. Vous savez, le monde de l'entreprise, c'est pas moi. Les salariés, moi, j'y suis profondément attaché à l'entreprise. Et les salariés, ils sont profondément attachés. Dans notre enquête, il y avait l'immense majorité des salariés disaient qu'ils étaient fiers de leur entreprise. La seule question, c'est que on a le droit d'interroger, au moment où beaucoup de sens sont interrogés dans notre société, on a le droit d'interroger le sens de l'entreprise. Et certaines jouent le jeu. C'est pas le bagne. Hein. Le monde du travail, c'est pas le bagne du tout. Mais on a intérêt à aussi faire que les différentes, qu'il y ait davantage de délibération autour de cette finalité de l'entreprise et ce qu'elle doit devenir. Pour conclure, si vous aviez un message à faire passer à la jeunesse, qui s'est levé de bonne heure ce matin pour venir vous écouter, comme nous, qu'est-ce que vous lui diriez ? En quoi vous pouvez dire, et il faut en l'avenir, grâce au syndicat, grâce à moi, votre avenir sera meilleur. Comment vous pouvez les rassurer ? Déjà, plus on vieillit, plus c'est dur de se lever. Hein, donc, c'est peut-être le premier message. Moi, les messages à la jeunesse, j'ai plutôt envie de recevoir celui qui nous donne actuellement. La marche pour le climat, notamment. Ouais, notamment. Et je crois que, moi, j'ai juste envie de dire, ne renoncez jamais au sens. Ne renoncez jamais au sens de ce que vous faites. Peut-être ça paraît utopique, mais ça me paraît fondamental. C'est-à-dire, voilà. Et après, faites des choix qui vous rendent heureux. Ça me paraît. Moi, c'est ce que j'ai. Vous savez, j'ai aussi des enfants. Moi, j'ai la conviction que il faut ouvrir les voies du possible et laisser chacun choisir son chemin. Il n'est pas le même en fonction de... Mais il y en a un qui me paraît fondamental, c'est toujours avoir conscience qu'on n'est pas seul sur Terre. Ça me paraît évident, donc c'est pas forcément... bien sûr, on est important soi-même, mais il ne faut pas être trop autocentré. Et jamais vraiment, je crois que le message principal, ne renoncez pas au sens. Et que, y compris parce qu'on est au printemps de l'économie doit avoir un sens. Et que l'entreprise doit avoir un sens. Et que ce qu'on fait avec les autres, ça doit avoir un sens. Et que ce sens, c'est mieux s'il est tourné vers les autres et une société ouverte et plutôt apaisée, fraternelle et juste qu'une société où seuls les meilleurs seront amenés à gagner. Et tant pis pour les perdants. Je préfère une société plus juste. Merci Laurent Berger. Merci à vous tous.